Écoutez, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents physiquement. Un dispositif qui respecte la distanciation sociale. Et puis pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Nous étions retrouvés dans cette configuration, j'ai regardé Madame la Directrice Générale, le 13 mars dernier. Pour nous tous, je crois qu'on peut dire que c'était un autre monde, une autre époque. Depuis, il s'est passé plein de choses avec cette pandémie qui touche le monde entier et qui nous a obligés à beaucoup d'adaptations pour y faire face. Alors, au bout de 5 semaines maintenant de confinement, peut-être en premier lieu, avant de laisser la parole à la Directrice Générale qui nous fera un bilan sanitaire, parce que c'est ça que vous attendez tous, peut-être quelques points de vue s'agissant de l'organisation de cette crise et la gestion de cette crise. D'abord, dire que le confinement fonctionne, et je répète, je remercie les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens de leur civisme dans des périodes qui sont compliquées et où je comprends qu'il est difficile depuis 5 semaines d'être enfermé chez soi avec énormément de contraintes. Pour autant, je tire la sonnette d'alarme ce soir devant vous parce que la longueur, la durée de ce confinement, les messages qui ont pu être interprétés comme l'annonce par exemple du 11 mai qui a été dans le discours du président de la République annoncé comme étant la fin de la période de confinement actuelle et le début éventuel d'un déconfinement progressif, peut laisser entendre que ça y est, on a cette pandémie derrière nous. Or, naturellement, ce n'est pas le cas. Et je pense que tous les efforts qui ont été fournis par les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens au cours des 5 dernières semaines pourraient être ruinés, mis à bas, si nous ne persistions pas dans le civisme et dans le confinement. Et un confinement qui doit être vraiment le plus parfait possible. Vous le savez très bien, on est allé loin dans ce confinement, en particulier pour ceux qui arrivent sur le territoire, puisque depuis la semaine dernière, toute personne qui arrive en avion, c'est-à-dire soit de la métropole, soit de Guyane ou de Fort-de-France, est soumis à un confinement strict dans un hôtel. C'est une mesure forte, là aussi, privative de liberté, que les intéressés acceptent, je dois dire, Madame la Directrice Générale, puisque nous gérons ça aussi en commun plutôt de bonne grâce, parce que naturellement, nous ne pouvons pas nous permettre, là aussi, alors que la cinétique est plutôt bonne, d'importer sur le territoire des personnes qui seraient porteuses du virus et qui pourraient entraîner une contamination. Donc sur cette question du confinement et du confinement strict pour les arrivées, je rappelle là aussi la nécessité d'une grande discipline et d'éviter, nous avons vu à l'aune de ce confinement qu'il y avait volonté de certains de revenir passer des vacances ici en Guadeloupe, d'avoir des voyages de complaisance. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Et il faut respecter les motifs impérieux qui font qu'on doit se déplacer en Guadeloupe. Et si on s'y déplace, eh bien, on est soumis à cette quatorzaine. Pour finir, je dirais qu'il faut naturellement, j'imagine que vous poserez des questions sur le déconfinement, mais comme je dis tout à l'heure, ce déconfinement, il ne sera possible que si, à la date du 11 mai, nous constatons que les conditions sont remplies pour envisager un tel déconfinement, que ce déconfinement, il sera naturellement progressif. On ne va pas passer du jour au lendemain à une structure de déconfinement, à un retour à ce qui prévalait avant le 16 mars. Donc nous travaillons les uns et les autres avec, y compris les collectivités locales. Nous avons eu avec la Directrice Générale ce matin en longue visioconférence pour aborder toutes les questions que l'on se pose par rapport à ce déconfinement. Il y a un sujet qui est compliqué, qui est celui de la reprise des écoles. Vous poserez sans doute des questions là-dessus. Il y a aussi un sujet qui nous est cher à tous, c'est le redémarrage de l'économie. Et je finirai en disant que
pour ce redémarrage de l'économie, il faut donner aujourd'hui aussi tous les outils pour faire en sorte de maintenir cette économie au-dessus de l'eau. Et donc, quelques chiffres. Un fonds de solidarité qui a bénéficié à 3500 entreprises guadeloupéennes pour un montant de 4,4 millions d'euros. Je vous rappelle que le fonds de solidarité, c'est plutôt pour les petites entreprises. Une activité partielle qui concerne à ce jour 5700 entreprises guadeloupéennes pour 37 000 salariés. Et puis, un fonds, un prêt garanti par l'État qui concerne à ce jour 85 dossiers. Donc 85 dossiers déposés par des entreprises ont été validés par les banques et par la BPI pour un montant de plus de 20 millions d'euros. Et il y a de nombreux dossiers qui sont encore en cours d'instruction. Donc voilà, je voulais vous dire que nous mettions les moyens, nous les mettons aussi avec le Conseil régional. Vous savez qu'il s'est réuni en plénière aussi hier pour compléter les dispositifs de l'État et nous travaillons ensemble sur des tas de dispositifs pour permettre à nos entreprises guadeloupéennes de surnager pendant cette crise et puis surtout de redémarrer à l'aune du déconfinement. Voilà, j'ai déjà été très bavard. Je pense qu'il y aura aussi pas mal de questions d'internautes auxquelles nous répondrons les uns les autres, mais je laisse la parole à Valérie Denux pour nous faire un point sur l'état sanitaire de l'épidémie à ce jour. Merci, Monsieur le Préfet. Donc effectivement, vous avez décrit, je dirais, toutes les conséquences d'une crise qui, évidemment, relève au cœur du champ du sanitaire. Alors, le point aujourd'hui, alors je voudrais vous parler de 5 points. Tout d'abord, un petit peu la situation épidémiologique. Ensuite, la stratégie des tests. Puis, tout le travail sur la prise en charge médicale au-delà du coronavirus. Et puis, bien sûr, des EHPAD. Et enfin, des travaux que l'on mène dans le cadre de la stratégie de déconfinement que l'on pourrait conduire si les conditions, bien sûr, sont réunies, comme l'a dit Monsieur le Préfet. Alors, sur le premier point, la situation épidémiologique. Vous savez, donc ce matin, on vous donne tous les jours le point concernant les cas. Alors, je voudrais bien préciser qu'il s'agit, donc il y a 148 cas, mais ce sont des cas qui sont confirmés par test PCR, d'accord? Ce sont uniquement ces cas-là. En revanche, nous avons fait tout un travail avec Santé publique France pour évaluer depuis 3 semaines le niveau de circulation du virus au-delà de ces cas qui sont des cas les plus sévères et que nous avons testés parce qu'ils ont été pris en charge par des infectiologues. Pour les cas donc, qui sont en ville, nous avons évalué par les signes médicaux, la présence ou pas d'infection respiratoire aiguë. Et nous avons rapporté cette quantité d'infection respiratoire aiguë au taux de positivité, c'est-à-dire que quand on fait un test, combien de positifs apparaissent sur l'ensemble des tests, qui est à peu près entre 15 et 20%, ce taux de positivité. Donc on a extrapolé et à ce jour, on peut se dire que probablement sur le territoire, il y a eu entre 500 et 600 personnes qui ont eu des signes très faibles, des signes peu symptomatiques du coronavirus. Nous avons testé jusqu'à ce jour environ un petit peu moins de 1500 personnes. Donc vous voyez bien que nous avons eu 148 cas positifs de tests PCR sur environ 1500 tests qui ont été conduits à ce jour. Nous avons maintenant, donc ça c'était la première phase qui était la phase de dépistage des cas les plus sévères présentant des symptômes type fièvre et signes respiratoires bas, pulmonaires. Et je vous rappelle que dès le mois de février, nous avons réussi à avoir cette capacité de test sur notre territoire grâce à l'Institut Pasteur, en lien avec le CHU. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire environ 300 tests par jour. Nous avons l'objectif de monter en puissance et d'arriver à pouvoir faire entre 1000 et 1500 tests par jour à l'horizon donc de mi-mai. Donc aujourd'hui, puisque nous avons de moins en moins de cas hospitaliers, cette capacité de test de 300 par jour, nous souhaitons l'utiliser pour mieux évaluer
concrètement la circulation du virus sur le territoire. C'est important de savoir si réellement, concrètement, ça continue de circuler de manière active, parce que ça va bien sûr conditionner les phases de déconfinement que nous allons conduire. Pour cela, j'ai demandé à ce qu'on teste beaucoup plus largement donc les personnes qui sont peu symptomatiques, vues par les médecins sentinelles. Donc il y a à peu près une quarantaine de médecins sentinelles qui sont vraiment formés à ça, plus toutes les personnes qui sont peu symptomatiques, qui pourraient passer aux urgences et pour lesquelles on estime qu'il est peut-être nécessaire quand même de faire un test, plus toutes les personnes, bien sûr, du champ sanitaire, du champ de la gestion de crise, les forces de police, par exemple, les douaniers, enfin, toute institution nécessaire à la gestion de crise qui serait peu symptomatique. D'accord ? On n'est pas encore en phase de test des personnes sans symptômes du tout, parce qu'on préfère le réserver quand on aura une capacité qui est en augmentation du nombre de tests par jour. D'accord ? Mais ceci élargit, bien sûr, de manière très importante. Les seules personnes asymptomatiques que l'on teste aujourd'hui, ce sont soit les personnes, on le proposera aux personnes qui vont sortir de quatorzaine, donc la quatorzaine stricte qu'a évoqué Monsieur le Préfet, mais aussi, bien sûr, dans le cadre des EHPAD, lorsqu'on a la moindre suspicion, on peut être amené à proposer à un cercle très très large de personnes, même n'ayant pas de symptômes, d'être testées. Donc ça, c'est la phase 2, la phase avant le déconfinement. Quand on va aller vers le déconfinement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le confinement en tant que tel, c'est un moyen de protection et de prévention. Le fait de rester à la maison fait que, évidemment, on ne se contamine pas ou on ne contamine pas quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un moyen de prévention. Mais une fois qu'on va sortir du confinement, même si c'est de manière progressive, il faudra évidemment mettre d'autres outils de protection ou de prévention au service des personnes, en particulier les personnes les plus fragiles. Et donc, le test fera partie de ces outils, évidemment, de prévention et de protection, en même temps que toujours les gestes barrières, en même temps que l'éducation pour la santé, le port du masque dans certaines circonstances qui sont encore en cours de définition par les experts du niveau national. Et évidemment, tout ça vous sera transmis dans la stratégie de déconfinement. Et donc, il faut que vous compreniez les différentes étapes qui ont présidé au choix des tests. Ensuite, sur le sujet justement de la reprise des consultations, alors, il a toujours été dit qu'il était important de continuer à se faire suivre, même pendant le confinement. C'est compliqué, parce qu'évidemment, on dit, vous sortez le moins possible de la maison, et bien sûr, on a tendance à dire, bon, ben, j'irai au médecin quand on sortira de la maison. Ceci étant, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques qui demandent à être suivies de manière très régulière. Donc, on a mis en place à marche forcée une capacité de télémédecine avec Mediconsult. Le GRAD nous a aidés vraiment dans ce déploiement. Et on a à peu près 200 médecins qui sont voulus pouvoir bénéficier de Mediconsult. Et lorsque j'ai fait le point en fin de semaine dernière, on était déjà à plus de 700 consultations via cet outil-là. Donc, on a continué à consulter grâce à la télémédecine. Et évidemment, en cas d'urgence, les personnes allaient aux urgences des hôpitaux dans la partie urgence qui était prévue de manière séparée entre personnes suspectes de Covid et personnes non suspectes de Covid. Aujourd'hui, nous souhaitons une reprise plus importante du suivi de ces personnes. Et donc, on est en train de travailler avec les établissements de santé, avec les acteurs de santé de la ville, pour pouvoir offrir un accès, on va dire, plus large à cette consultation, en particulier sur les maladies chroniques. Donc là, j'ai un vrai message à faire passer, surtout les personnes qui ont d'habitude se font suivre par leur médecin. Il faut qu'ils appellent le médecin traitant si besoin, il faut qu'ils demandent conseil éventuellement à la plateforme Riposte que nous avons mis en place pour les orienter et les conseiller, ou bien sûr au SAMU si c'est urgent. Il ne faut pas qu'ils laissent encore jusqu'au 11 mai les questions qu'ils ont en suspens.
Il y a ensuite la question des EHPAD. Vous avez vu, lorsque le Premier ministre s'est exprimé avec le ministre de la Santé, ils ont indiqué qu'il pouvait y avoir une certaine ouverture sur les visites en EHPAD. Ceci étant, donc nous on a évidemment, il a dit aussi que c'était à l'appréciation des directeurs des établissements de mettre en place les mesures qui allaient bien et de voir comment il allait organiser ça. Il y a le rapport Gage qui donne des orientations et que l'on peut effectivement mettre en application. Après discussion avec les 21 EHPAD dont nous disposons ici sur le territoire, dont les îles du Nord, ils nous ont dit qu'à partir du moment où nous, sur notre territoire, jusqu'à présent, nous avons eu la chance de ne pas avoir eu de cas en EHPAD, ils souhaitent être excessivement prudents. Ils souhaitent, bien sûr, il va falloir réouvrir et permettre aux personnes de venir visiter leurs parents, mais ils souhaitent vraiment que ce soit bien travaillé, bien organisé, parce qu'il y a quand même des EHPAD avec des configurations très différentes sur le territoire. Et donc, ils souhaitent vraiment, ensemble, travailler là-dessus et en lien avec le chef de file, en fait, de la gériatrie, le professeur Tabuet du CHU, et puis donc les différentes équipes, comme par exemple l'ORAX, donc qui accompagne les EHPAD, que j'ai mandaté pour accompagner les EHPAD. Donc, d'ici la semaine prochaine, ils devraient nous dire ce qu'il en est et comment ils souhaitent donc s'organiser pour ces visites en EHPAD. Donc, pour l'instant, cette semaine, on reste encore sur l'organisation jusqu'à présent de absence de visite. Et enfin, donc sur les travaux préparatoires au déconfinement, à la stratégie de déconfinement, comme l'a dit Monsieur le Préfet, on verra en fonction de la situation au moment du 11 mai, mais évidemment on travaille et on planifie pour être prêt si jamais la situation nous le permet. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on travaille avec les acteurs de santé sur l'organisation du système de santé après le déconfinement, c'est-à-dire se dire à quel niveau on retourne de normalité. Mais en même temps, quels sont les indicateurs qui nous permettent, comme des paliers, réaugmenter l'approche de la prise en charge du coronavirus. Bien sûr avec les lits de réanimation, mais aussi avec les lits d'hospitalisation consacrés au coronavirus. Donc il faut qu'à la fois on travaille une redescente, et en même temps, on travaille la capacité à recliquer si malheureusement nous étions confrontés à une deuxième vague de l'épidémie coronavirus sur notre territoire. Il y a aussi tout un travail autour des actions de prévention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque le confinement ne fera plus partie, en tout cas à terme, de notre vie, comment faisons-nous pour faire de la bonne prévention pour éviter la transmission du virus? Aujourd'hui, on a réussi à redescendre, je vous l'avais dit, à redescendre en dessous de 1. On est à peu près à moins de 0,8 de transmission aujourd'hui, ce qui va nous permettre de faire vraiment diminuer l'épidémie sur notre territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment à un taux très, très, très faible. Mais il ne faut surtout pas qu'on remonte au-dessus de 1. Parce que si on remonte au-dessus d'une personne contaminée qui contamine une autre personne et un peu plus, là, l'épidémie repart. Donc, il y a tout ce travail de prévention à faire, et donc ça, on le fait en lien avec l'IREPS, qui est l'organisme qui accompagne l'ARS dans le champ de la prévention. Et enfin, il y a tout un travail autour du suivi épidémiologique, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on puisse suivre les quelques cas qui, malheureusement, nous pourrions avoir encore sur le territoire, et notamment les suivre avec leurs cas contacts, faire toute une enquête, ce que l'on a fait dès le début. Après, quand c'est monté un peu en nombre, on a continué à faire du contact, mais moins élargi. Là, l'idée, on est revenu déjà à du cas contact élargi. D'accord ? Parce que l'idée, c'est de circonscrire au maximum les personnes qui pourraient être atteintes du coronavirus avec les personnes qu'il a approchées. C'est pareil, nous avons travaillé avec Monsieur le Préfet sur le fait d'offrir une possibilité pour une personne qui serait positive, qui ne peut pas rester à la maison parce qu'elle estime qu'elle va contaminer, par exemple, des personnes qui sont autour d'elle, voire des personnes fragiles, et donc lui proposer un logement pendant les 14 jours pour pouvoir lui permettre, bien sûr, de ne contaminer personne, avec un test à la clé, bien sûr, pour vérifier où elle en est. Donc, vous voyez, on est en train de travailler tous ces éléments-là, et bien sûr, on reviendra dans 15 jours, je pense,
présenter les spécificités de la stratégie qui pourrait être mise en place sur le territoire, parce que bien sûr il y aura la stratégie nationale qui va être le socle, mais nous aurons probablement quelques adaptations à faire. Voilà, donc je suis prête à répondre bien sûr à toutes vos questions. Oui, monsieur. La question que je peux développer, en fait, excusez-moi, monsieur le préfet aussi, c'est en matière de protection et de prévention, vous avez parlé effectivement du suivi épidémiologique, tout ça. La première question, c'est la question des masques, en fait. On trouve, donc, globalement, la population, ce qu'on entend, nous, c'est pas suffisamment clair et pour dire où est-ce qu'on en est. Puisque tout à final, quand on va le 11 mai, quelque part, reprendre à prix de bénéfice normal, entre guillemets, il va bien falloir que cette question-là soit quelque part réglée, entre guillemets, quoi. Donc on en est où de ces quantités de masques qui étaient censés venir chez nous, et comment se passe cette distribution, comment, voilà, je sais que c'est priorité aux soignants, etc. Je comprends, mais la population qui potentiellement va ça c'est une question forte, vraiment très très forte. Alors, je vais vous répondre, M. le préfet complétera. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le confinement et les distances sociales sont vraiment des mesures qui sont les premières mesures. Donc quand vous êtes confiné à la maison et que vous n'êtes pas malade et que vous vraiment vous respectez comme nous là en ce moment, de vous à la table jusqu'à moi, on n'a pas besoin de mettre un masque. D'accord ? En revanche, à partir du moment où on va aller vers un déconfinement et où du coup ça sera plus difficile de garder la distance, probablement qu'il y aura un intérêt, et ce sera dit dans le cadre de la stratégie de confinement, un intérêt à ce que dès qu'on n'est pas en mesure de tenir la distance sociale et qu'on a des regroupements collectifs, de se protéger via un masque. D'accord ? Pour ce qui est des quantités de masques que l'on a, aujourd'hui, nous avons distribué plus de 500 ou 600 000 masques, parce qu'il y a eu des dons aussi au niveau des professionnels de santé. Moi, je suis dans le champ des professionnels de santé médico-social. D'accord ? On a distribué tous ces masques-là. Nous avons bien sûr encore des stocks de masques. Le Dixmoon nous a amené aussi des masques. Donc les stocks sont bien présents. On a à peu près 3 semaines à 1 mois de stock aujourd'hui. Et ils sont renouvelés très régulièrement pour les professionnels de santé. Voilà. Sur le champ des masques grand public, je vais laisser Monsieur le Préfet s'exprimer, parce que si effectivement, dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il y a cette notion-là, on aura besoin de masques grand public. Alors, d'abord, distinction entre les différents masques, maintenant tout le monde sait faire la différence entre un FFP3, FFP2, FFP, tout ce que vous voulez, et puis les masques chirurgicaux que vous portez tous là autour du cou. D'abord, un premier point. Moi, depuis le début, je comprends le sentiment de sécurité à porter un masque. Pour autant, la directrice générale vient de le dire, je le rajoute moi aussi de mon côté, porter un masque et oublier, sous prétexte qu'on a un masque et qu'on se sent protégé, l'ensemble des gestes barrières qui sont autrement efficaces, comme par exemple se laver les mains, c'est extrêmement dangereux. Regardez, je viens de vous prendre en flagrant délit, vous êtes en train de vous toucher le visage. Et quand vous avez un masque, vous le touchez encore plus souvent parce que vous le réajustez, parce que c'est pas pratique, etc. et tout. Donc, j'insiste bien sur ce premier point. Le masque en tant que tel et le fait de porter un masque ne doit absolument pas exonérer des autres gestes barrières importants que l'on connaît, se laver les mains, ne pas serrer les mains de quelqu'un d'autre, ne pas embrasser quelqu'un d'autre, ne pas manger avec son masque, hein, monsieur le journaliste que j'ai pris en flagrant délit déjà à plusieurs reprises. Voilà, il va falloir, là aussi, de la même manière qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus, il va falloir apprendre, c'est ce que disait la directrice générale en termes d'éducation aussi à la santé, apprendre aussi à mettre un masque correctement. Alors maintenant, quel masque ? On a bien fait la part des choses entre tous les masques qui concernaient les personnels de soins et puis les masques qui seront, alors on trouve plusieurs mots alternatifs, je ne sais plus ce qu'on avait trouvé comme mot, et qui vont être portés par la population, vraisemblablement après
au moment du déconfinement, dans les situations qu'on évoquait tout à l'heure. On est dans les transports en commun, on se retrouve dans des endroits où il y a impossibilité, en particulier dans votre activité professionnelle, impossibilité d'avoir la distanciation sociale qui va bien parce que vous êtes maçon et vous êtes en train de monter un mur, vous passez les parpaings et celui qui est à côté de vous, il est juste à côté de vous. Donc là, ça se justifiera. Et donc, d'ici le 11 mai, il faut que nous montions en puissance par rapport à la production, et en particulier, moi j'y suis très attaché, et nous travaillons avec le conseil régional, avec le conseil départemental pour mobiliser tous les couturiers et les couturières capables de faire une production pays. Ça, c'est un premier point. Il faut simplement qu'on organise un petit peu mieux la filière pour avoir la certitude qu'on ait la matière première, le tissu, l'élastique, qu'on ait, ça c'est notre valeur ajoutée à nous, État, des masques qui correspondent aux normes AFNOR telles qu'on les a définies. Et donc ça, c'est une première réponse permettra de couvrir une partie de la population, des masques qui sont lavables, qui sont réutilisables, parce que je rappelle quand même que le masque chirurgical, au même titre que j'ai dit qu'il fallait apprendre à le porter, il faut aussi respecter sa durée de vie. C'est-à-dire, si on veut bien faire, c'est toutes les 3 heures, 4 heures qu'il faut changer ce masque. Donc, il vaudra mieux s'orienter vers ces masques alternatifs que d'utiliser des masques chirurgicaux. Moi, je reste persuadé aussi que, et on le voit très bien, il y a plein de filières qui sont en train de se mettre en place pour faire en sorte qu'on remette un circuit normal de vente de masques. Ça passera très prochainement par les pharmacies qui seront dotées de masques. Elles le sont déjà aujourd'hui par l'ARS pour les personnels de santé, mais elles le seront demain, j'espère très rapidement, pour répondre aux personnes qui ont des affections chroniques longues, aux personnes qui ont quelques faiblesses, aux personnes qui sont malades, déjà aussi, aujourd'hui. Donc ça va se réalimenter, je crois, prochainement. Et puis, nous devrons veiller aussi dans les semaines qui viennent à la commercialisation à la fois des masques pays, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi ces masques chirurgicaux qui vont arriver sur le marché. Mais si on doit résumer quand même quelque chose par rapport à cette problématique de masques, c'est que moi je vois aussi beaucoup de gens qui ont des masques dans la rue. Là je vous vois tous, vous en avez quasiment tous. Non, c'est bien madame. Et monsieur aussi, c'est pareil. Je vois souvent, parce que une des principales activités qui me conduit à aller dans la rue, c'est de participer au contrôle fait par les forces de police et de gendarmerie. Et comme vous savez, normalement, on doit être seul dans la voiture, et je vois des gens seuls dans leur voiture avec un masque. Ben oui, vous souriez, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc, j'insiste bien là-dessus, il va falloir apprendre aussi à se servir du masque. Ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans nos cultures en tout cas. Et donc, il va falloir apprendre à vivre avec ce masque, mais en tout cas, l'accès au masque devra être résolu avant le 11 mai avec les différentes options que je vous donnais tout à l'heure. Madame qui n'a pas de masque veut poser une question. Allez-y. Oui, en fait j'ai 2 questions, mais d'abord sur les masques. Vous avez, monsieur le préfet, parlé de vente et de commercialisation, ce qui veut dire que pour le grand public, ce sera forcément payant. Ça relève de la santé publique. On pourrait éventuellement penser qu'une partie de ces masques pourrait relever d'une forme de prescription, ou en tout cas qu'il y a une prise en charge. Et est-ce que ces masques aussi, du coup, seront rendus obligatoires, est-ce que l'on pourra imposer aux gens de les porter, même dans des endroits où la distanciation sociale peut être respectée? Je ne suis pas en capacité de répondre à cette deuxième question. On travaille en ce moment aujourd'hui sur les questions de déconfinement. On apprend aussi, je vous répète toujours ce même terme-là par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui. Elle doit nous imposer à chacun une énorme humilité par rapport à ce qu'on apprend, ce qu'on sait, ce qu'on découvre aussi, et les manières de parer à tout cela. Donc, ce qui est indiqué et a été déjà dit par le président de la République et le Premier ministre, c'est que ce masque serait vraisemblablement plus que conseillé, voire obligatoire, dans les situations qu'on évoquait tout à l'heure, où la distanciation sociale ne pourra pas être mise en œuvre. Ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, il n'est pas aujourd'hui, encore une fois, les choses peuvent changer,
il n'est pas aujourd'hui envisagé de rendre obligatoire le masque H24 365 jours sur 365. Par rapport au prix de ce masque-là, question à Madame la Directrice Générale qui n'a peut-être pas la réponse. Quand on prescrit un masque aujourd'hui, je ne parle pas du coronavirus, mais quand on prescrit un masque à quelqu'un qui a une maladie, etc. et tout, on lui prescrit avec une ordonnance, il paye quand même une Tout dépend en fait de la raison pour laquelle. C'est-à-dire que si quelqu'un a une affection de longue durée et est en ALD, vous savez qu'une pathologie en ALD, c'est pris à 100% par la sécurité sociale. Donc si effectivement il y a une prescription de masque dans le cadre de l'ALD, ce sera pris à 100% dans la... bien sûr. Après, si c'est quelqu'un qui a simplement un rhume, d'habitude on ne prescrivait pas de masque, mais là on va peut-être prendre l'habitude et c'est pas plus mal. Il n'y a pas que le coronavirus, il y a aussi la grippe, enfin d'autres affections ORL qui pourraient être indiquées et on peut imaginer qu'il y ait un remboursement avec une part simplement de remboursement. Mais ça c'est quelque chose qui est encore en train d'être travaillé. Ce qui est important quand même, madame, parce que c'était subsidiaire de votre question, quand je disais que la valeur ajoutée de l'État sur, en particulier la production de masques pays, ça va de la sécurisation de la matière première jusqu'à la définition des normes, ça passera aussi par la définition du prix. Parce que quelque part, il faut qu'on ait une homogénéité du prix sur le territoire de la Guadeloupe. Alors là, pour le coup, on explose complètement le nom, parce qu'on est dans un recensement qui fait état à peu près de 200 à 250 couturiers, couturières, associations qui sont en capacité aujourd'hui de faire ces masques. Il va falloir qu'on structure une filière. Voilà, c'est une filière économique qu'il va falloir structurer pour répondre aux besoins. Monsieur derrière avait une question. Alors, pour rester toujours dans les demandes de protection et masques, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a présenté un calendrier de déconfinement pour les écoles. Est-ce que ce calendrier en Guadeloupe sera le même, une, et deux, concernant justement le personnel enseignant, les professeurs, les assistants d'éducation et autres, est-ce qu'il est prévu des protections, des moyens de protection pour eux dans les collèges, dans les lycées qui rouvriront éventuellement? Alors, je vais me substituer au recteur qui n'est pas là, mais je pense que nous aurons à faire un point spécifique, comme nous le ferons aussi avec les élus la semaine prochaine sur ce sujet-là. D'abord, un point qui va vous sembler un point de droit un peu pinailleur, mais qui est important. Les écoles aujourd'hui, elles ne sont pas fermées. Ah non, j'insiste bien. Elles n'accueillent pas d'élèves. Et c'est même pas tout à fait vrai, parce qu'elles accueillent certains élèves. Tous les jours, j'ai le point qui est fait par le rectorat. On varie entre 60 et une centaine d'élèves qui sont accueillis tous les jours dans des écoles par des enseignants qui sont volontaires. Et ce sont, vous le savez, des enfants qui sont des enfants de personnel soignant. On a élargi le spectre aujourd'hui aux forces de l'ordre, etc. Et tout. Donc, concrètement, les écoles ne sont pas fermées, elles doivent être en capacité de rouvrir. Pour autant, je comprends, et je lis en même temps que on se parle des questions posées sur Facebook Live, quasiment 90% des questions concernent ce sujet-là. Et c'est légitime, parce qu'il s'agit des enfants, c'est en général ce qu'on a de plus cher dans la vie, donc on est très préoccupé de savoir si en remettant les enfants en classe, on ne prend pas un risque. C'est très bien que le virus normalement fait moins de victimes chez les enfants, mais que les enfants sont porteurs de ce virus. C'est aussi pour ça qu'on avait fermé les écoles très tôt. Donc ces préoccupations-là, il faut qu'elles soient entendues. Il faut qu'elles soient partagées entre différents acteurs. Il y a naturellement les enseignants, il y a naturellement les collectivités locales, les communes pour les écoles primaires, maternelles, le conseil départemental pour le département et la région pour le lycée. Et donc ça fait partie de ce travail qui est en cours à partir des instructions du ministre et de l'audition de ce que vous avez entendu ce matin quand il a été auditionné à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle ce qu'il a dit, c'est des étapes qui doivent être aussi mesurées à l'aune de la réalité du terrain. Qu'est-ce que c'est cette réalité du terrain? C'est la photographie qui sera celle de la pandémie le 11 mai. Je reviens à ce que je disais tout au début. Encore une fois, le 11 mai, c'est la fin de la période de confinement actuelle. Ça sera le début du déconfinement si les conditions sanitaires sont réunies. Si elles ne le sont pas, il ne sera même pas question d'y penser.
Deuxièmement, il faudra, dans chaque situation, peser le pour et le contre. Parce qu'on est dans un dilemme sur cette question d'école. On a quoi? On a une problématique qui est une problématique sanitaire, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas envie que les enfants, que les enseignants attrapent cette maladie et que la pandémie redémarre à partir des écoles. 2, on a une problématique qui est pédagogique, c'est-à-dire on sait bien qu'il y a eu un enseignement à distance, pour autant on sait que rien ne peut remplacer l'enseignement en présentiel, avec des enseignants face à des classes, c'est quand même encore une fois la meilleure des solutions, que cette problématique, c'est aussi une problématique sociale, parce qu'on sait très bien qu'il y a une différenciation sociale importante et des inégalités sociales fortes entre les élèves qui ont tous les outils aujourd'hui qui leur permettent soit de suivre les cours à distance, soit de se former eux-mêmes grâce à leurs parents, grâce à des outils, etc. Et puis il y a ceux qui n'ont pas cette possibilité. Et puis il y a une troisième acception sociale qu'il ne faut surtout pas mettre de côté, c'est que, c'est l'ancien instituteur qui va vous parler, jusqu'à un ancien directeur de cabinet d'un ministre, l'école c'est la vie. Quand vous n'avez pas d'école, tout de suite, je dis tout le temps, surtout dans un pays comme la France, si vous vous réveillez le matin, que vous alliez en ville, à la campagne, vous savez tout de suite s'il y a école ou il n'y a pas école. C'est une ambiance, c'est quelque chose comme ça. Pourquoi aussi? Parce que de l'école dépend aussi le reste du travail. Si vous ne pouvez pas, si votre enfant ne peut pas aller à l'école, eh bien vous avez des difficultés, si vous êtes une mère de famille ou un père de famille, pour aller travailler. Donc c'est l'ensemble de ces problématiques-là qu'il faut mettre dans la balance pour décider en fonction des réalités du terrain. La réponse ne sera peut-être pas la même en Guadeloupe, en Martinique ou en Guadeloupe et en Seine-Saint-Denis. Elle ne sera peut-être même pas la même aux Saintes ou à la Désirade, où, nous croisons les doigts, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un seul cas, et dans des communes où il y a des cas. Vous voyez, je crois qu'il va falloir avoir énormément de pragmatisme, regarder ça avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, et puis prendre des décisions qui mettront toujours en premier le volet sanitaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire prendre de risques ni aux élèves, ni aux enseignants, ni à l'ensemble de la société. Donc aujourd'hui, je réponds à tous ceux qui posent les questions, là, très légitimes sur le Facebook Live. On n'est pas encore à des réponses fermes et définitives. On n'est pas à dire, le 11 août, ça sera tel et tel élève qui vont commencer les classes. Non, on est dans la discussion entre les différents partenaires pour savoir comment est-ce qu'on va élaborer la stratégie de la Guadeloupe, qui sera à définir aussi au moment X où on aura à le définir. C'est-à-dire, moi, je répète, je vais toujours le répéter en boucle, ma priorité aujourd'hui, c'est certes, naturellement, d'anticiper ce que devra être le déconfinement, mais c'est de faire en sorte que ce déconfinement puisse se faire. Et ça veut dire que le confinement puisse être maintenu correctement, comme nous l'avons maintenu vraiment avec beaucoup de courage depuis ces 5 semaines. Et concernant la protection du personnel de la communauté scolaire, c'est-à-dire les enseignants, est-ce qu'ils auront des masques, est-ce qu'ils auront des protections? Vous voyez, c'est déjà dans l'étape d'après. Donc l'étape d'après, c'est de se dire, les conditions pour reprendre les classes, ça doit être ci, ça doit être ça. Moi, je vais vous en rajouter une autre de condition, qui a été la principale condition qui a fait que j'ai été critiqué, y compris par certains d'entre vous, peut-être pas vous, mais d'une manière générale, les médias, quand nous avons décidé de nous aligner sur la métropole pour fermer les écoles. Je vous rappelle que le jour où j'ai pris la décision de fermer les écoles en Guadeloupe, nous n'avions que 2 cas. 2 cas. Je vous ai dit, c'est le monde d'hier, on l'a peut-être oublié. Et là, j'ai eu montée de bouclier en me disant, on a 2 cas, pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, déjà, on rabâchait et on répétait que contre ce virus, le principal geste barrière, il était de se laver les mains régulièrement. Et que je connais la réalité de certaines de nos écoles, je connais et je sais malheureusement le fait que dans certaines écoles, il n'y a pas d'eau. Donc c'est aussi un des éléments qu'il va falloir mettre dans la balance pour se décider où est-ce qu'on ouvre et comment est-ce qu'on ouvre. Vous avez devancé vos collègues. Ils ont tous déjà posé des questions. Allez-y. Et madame n'a pas posé de questions, vous n'êtes pas très galant. Allez, non. C'est pour justement, parce que les écoles, ça pose des problèmes. Vous étiez en visite à Saint-François, et il y a peu de temps, justement, il y a des quartiers qui sont privés d'eau pendant des semaines. Durant, on a ce problème aussi au Gosier et dans d'autres communes. Quand est-ce
avec les gestes barrières, vous insistez beaucoup là-dessus. Donc, quand est-ce qu'on va régler cette problématique concrètement, afin que chaque Guadeloupéen puisse se laver les mains ou en tout cas respecter les gestes barrières comme il se doit? Celui qui vous dirait qu'on va régler le problème demain, après-demain ou dans un an, vous mentirez. Parce que voilà 10, 20, 30 ans qu'on a cette problématique de l'eau en Guadeloupe. Donc moi, je ne tiendrai pas ce discours-là. Par contre, moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le syndicat unique. Hein. Non, aujourd'hui, nous avons un incendie. Nous avons plusieurs communes, vous en avez cité quelques-unes, où il n'y a pas d'eau. Et pas d'eau parfois pendant de longs jours, voire parfois même de longues semaines. Donc il faut à la fois éteindre l'incendie, il faut se donner les moyens de restaurer, de faire en sorte que les gens aient de l'eau. Alors, on a mis en place des systèmes alternatifs d'eau, hein, les citernes, les maires auxquels je m'étais substitué, et nous les avons un petit peu poussés et aidés à le faire, l'ont fait, mais ce n'est pas satisfaisant. Surtout quand on est en période de confinement. Hein, je l'entends chaque fois, à devoir aller chercher de l'eau, c'est pas obligatoirement la meilleure des choses quand on est en confinement. Donc, il y aura dans les jours à venir, j'ai encore eu 4h30 de réunion, dont 2h30 sur l'eau avec les élus ce matin sur la manière dont je conçois les choses moi dans l'avenir. On ne peut pas rester, et moi en tout cas c'est ma responsabilité, y compris ma responsabilité qui pourrait être engagée derrière, je ne pourrais pas rester encore longtemps, je ne l'ai pas été d'ailleurs, hein, puisque dès le 19, je me suis substitué à certaines des communes concernées, sans agir et sans proposer des solutions qui seront sans doute un petit peu brutales, mais qui permettront, je l'espère, très rapidement, parce que vous avez dit j'étais sur le terrain à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'attendent nos compatriotes guadeloupéens aujourd'hui? Ils sont pas dans la logique où ils savent très bien hein, qu'ils n'auront pas de l'eau demain coulant. Vous voyez un robinet, vous l'ouvrez, ça coule et on peut la boire parce qu'elle est potable. Non, ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, à minima, c'est un respect. Un respect déjà des tours d'eau. C'est-à-dire que le planning qui soit fait des tours d'eau soit respecté pour des choses qui sont vraiment très basiques et qu'on peut comprendre. Hein. On vous annonce que vous avez de l'eau de 10h à 1h du matin, vous lancez une machine à laver. Hein. Sauf que si l'eau, elle coupe en plein milieu, votre machine à laver, elle est fichue. Donc voilà, c'est des choses extrêmement basiques là-dessus. Et donc je finis par répondre à votre question. Je ferai ce qui est en mon pouvoir. D'abord, je ne ferai pas des choses illégales, mais je ferai en sorte, en tout cas, qu'on éteigne l'incendie, qu'on respecte au moins les tours d'eau, et puis qu'on accélère le plan d'action prioritaire, qui ne doit surtout pas être interrompu du fait de la pandémie, pour que, je rappelle, l'objectif de ce plan d'action prioritaire, c'était justement de mettre fin aux tours d'eau. Et il faut que là-dessus, on mette toutes nos forces pour accélérer ce plan d'action prioritaire dans l'année 2020. Vous parlez de mesures brutales, ça consiste en quoi? Vous verrez bien. Allez, madame. C'est qui fait les tests. Vous avez parlé de 1500 tests linéaires. Comment vous comptez procéder? Ce sont des tests rapides ou alors davantage de laboratoires seront autorisés à faire ces tests? Oui, alors c'est important effectivement de bien distinguer le type de tests. Vous avez raison. On a les tests sérologiques, qui sont des tests, on va dire, pour vérifier si on a eu ou pas le virus. Et ces tests-là, pour l'instant, ne sont pas homologués en France. Pourquoi? Parce que le ministre souhaite qu'on utilise des tests qui aient une sensibilité et une spécificité au moins à 95%. Parce qu'actuellement, ceux qui sont testés sont inférieurs. Et mettons qu'on ait 60% de sensibilité, ça veut dire que dans 40% des cas, on se trompe. Donc ça peut avoir des conséquences importantes. Donc pour l'instant, on ne les utilise pas. Dès qu'ils seront homologués, évidemment, on les utilisera en complément donc des autres tests qui existent, qui sont les tests PCR, qui sont des tests pour vérifier si vous avez le virus ou pas en vous. Évidemment, ces tests-là ne sont positifs que lorsque vous avez ce virus. Quand une fois vous êtes guéri, il n'y a plus à faire ce test. Donc la complémentarité entre les deux tests est une complémentarité qui est intéressante et que nous souhaitons mettre en place. À ce jour, nous n'avons à utiliser que les tests PCR, donc vérifier est-ce qu'on a le virus ou pas. C'est celui-là, il est très important parce que malgré tout, c'est celui qui va nous permettre d'éviter la transmission. D'autant plus que pour le test sérologique, je le rappelle, c'est-à-dire le test qui regarde si on a eu un jour le virus et qu'on est guéri, on ne sait pas encore si ça nous donne une immunité
C'est-à-dire, on ne sait pas encore si on ne peut pas l'attraper une deuxième fois. Donc le fait de savoir qu'on l'a eu une fois n'est pas protecteur à ce jour. Donc le plus important, c'est vraiment de pouvoir tester est-ce qu'on a le virus ou pas, et du coup, est-ce qu'on peut le transmettre ou pas. Pour répondre à votre question, donc il s'agit aujourd'hui, on a la capacité de faire 300 tests par jour pour les PCR. C'est l'Institut Pasteur, exclusivement pour l'instant. Le CHU devrait pouvoir avoir une capacité dans les prochains jours assez peu importante, puisque c'est de l'ordre de la trentaine de tests. D'accord ? Par ailleurs, il y a l'Institut Pasteur qui a commandé non pas des matériels de type automate, mais d'autres matériels pour améliorer son organisation, qui sont donc des matériels qui sont tout à fait accessibles, ce n'est pas des matériels en tension, qu'il devrait recevoir cette semaine ou la semaine prochaine, qui vont lui permettre de monter à une capacité de entre 600 et 800 tests par jour. Donc vous voyez que l'Institut Pasteur est vraiment le pilier, on va dire, dans cette affaire. Après, il y a les hôpitaux, donc le CHU, mais aussi le CHBT, les hôpitaux des îles du Nord, qui ont demandé à avoir des automates pour pouvoir eux-mêmes faire les analyses. Et ces automates-là, donc le niveau national, moi j'en ai demandé 4. Le niveau national, normalement, m'a indiqué que nous devrions en avoir un sur le territoire vraiment dans les prochains jours. Donc on verra où on le met. À côté de ça, les hôpitaux ont commandé eux aussi des automates. Et vous savez que par exemple, à Saint-Barthélemy, le président de la collectivité a aussi commandé. À Saint-Martin, il a a priori aussi souhaité en commander. Donc voilà, par toutes ces filières-là, nous devrions avoir des automates pour les hôpitaux. Pour ce qui concerne aussi, nous avons les vétérinaires, le CIRAD, qui a un appareil PCR, et nous sommes en train de travailler avec eux pour voir si cet appareil PCR pourrait être utilisé pour les tests coronavirus, avec une capacité a priori de l'ordre plutôt de 600 tests par semaine. Donc ceci reste évidemment à finaliser. Je crois que demain, il y a encore une réunion avec mes équipes. Et j'ai sollicité Monsieur le Préfet pour qu'on puisse réquisitionner cet appareil ou ce laboratoire pour pouvoir augmenter encore notre capacité. Et enfin, nous avons les laboratoires de ville sur notre territoire qui, eux, n'ont pas d'appareil de PCR aujourd'hui, mais qui pourraient très bien envoyer sur la métropole, en particulier au niveau du laboratoire Cerba, des tests, des analyses à faire. Donc ça pourrait peut-être concerner des gens où c'est moins urgent, ou des gens un petit peu plus, où on a un peu plus le temps d'avoir le résultat, parce qu'il faut évidemment le transporter jusqu'en métropole. Donc on est vraiment dans une possibilité quand même d'élargissement qui est conséquente et qui est complètement réaliste. Là où on a un point à travailler encore, c'est le prélèvement, c'est-à-dire il faut des gens pour prélever. Donc aujourd'hui, puisque je vous ai dit qu'on est dans la phase 2, et la phase 2, on est déjà élargi les tests, nous aurons donc 2 drives qui seront ouverts à partir, si je ne me trompe pas, de demain pour les eaux claires, la clinique des eaux claires, un autre drive sur la clinique de Choisy, vendredi, et puis nous avons l'Institut Pasteur qui a ouvert aussi un centre de prélèvement. Tout ceci s'est fait, donc les 2 drives sont faits par les biologistes de ville en corrélation avec les 2 cliniques. L'Institut Pasteur, c'est l'Institut Pasteur qui le fait lui-même. Et nous avons aussi vu avec les biologistes de ville pour faire des points de prélèvement, notamment un point de prélèvement en basse-terre, en complément du CHBT. Voilà, donc on est, si vous voulez, dans l'extension progressive, mais il nous faut de la ressource humaine pour faire tous ces prélèvements au-delà des machines elles-mêmes qui font les analyses. Oui, c'est toujours une prescription médicale. Le test est une prescription médicale. Alors, si jamais dans la stratégie de déconfinement, il y a une approche plus collective des choses, parce que on décide qu'on fait des tests à tel type de personnes pour une activité donnée, à ce moment-là, ce sera le médecin de prévention, le médecin du travail, par exemple, qui pourrait tout à fait demander ça pour pouvoir remplir les critères de la stratégie de déconfinement. Mais c'est toujours un médecin qui est à la manœuvre. Hein. Dans le communiqué, en fait, le laboratoire BioAnti dit qu'il y a aussi un drive sur le parking à Petit Canal.
Écoutez, j'ai pas cette information-là. Voilà. Mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux. On a travaillé justement avec les laboratoires. Excusez-moi. Juste Biopôle Antilles et puis l'autre Synergie Bio. Et on leur a demandé de multiplier les sites. Donc s'ils en ont un de plus, je suis ravie. Voilà, je voulais juste une précision sur ça, sur les deux drives, effectivement, puisqu'on a parlé de deux, mais en fait, c'est Biopôle, vous avez dit, et Synergie Bio. Okay. Monsieur le préfet, vous parlez du fait que jusqu'au 11 mai, il faut maintenir le confinement de façon forte. Mais effectivement, on voit que de nombreuses entreprises soucieuses de leur activité économique relancent un certain nombre de leur activité, notamment dans la restauration. Il y a aussi le ministre de l'économie qui a confirmé que le principe du click and collect peut s'appliquer pour les entreprises dont l'activité est a priori interdite au tout début. Effectivement, quand ils mettent le système de click and collect. Mais donc, du coup, on peut aussi s'attendre à ce que ça crée plus de déplacements des personnes qui soient tentées, donc, du coup, d'acheter des choses non essentielles. Et aussi, donc, même si les entreprises assurent qu'à chaque fois, les mesures barrières sont respectées, mais ça fait quand même, effectivement, plus de monde dehors, quoi. Et juste... Oui, vous avez complètement raison. Alors, d'abord, soyons prudents et précis, de nouveau. Les drives pour la nourriture étaient déjà autorisés dès le début. Ce que vous évoquez, c'est des drives qui étaient restés ouverts au début d'ailleurs, qui ont été fermés après parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de clients et qui ont rouvert aujourd'hui, que ce soit ici ou en Martinique, parce qu'on a eu la même problématique. Il y a ces drives-là, mais il y a le principe aussi du click and collect pour d'autres types d'activités. Pour le click and collect, ouais. Moi, parce que là aussi, nous avons à la préfecture, nous sommes réceptacles de toutes les problématiques que les gens et on voit bien à quel point tout est compliqué. On a dû, au fur et à mesure, et j'espère d'ailleurs qu'on gardera après la crise des tas de bonnes idées qu'on a réussi à développer pendant cette crise, en particulier sur les drives, sur les fruits et légumes, sur le poisson, sur la vente de poissons, sur la création de gel pays, de masques pays. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont émergé de cette crise, parce que l'homme est toujours plus intelligent que quand il est contraint. Donc concrètement, on s'est rendu compte, nous, très vite, qu'on avait des questions posées par les usagers. Je vais vous donner l'exemple type, j'ai mon frigo qui me lâche, j'ai ma machine à laver qui me lâche, et les magasins sont fermés. Donc on a mis en place, avec certains magasins, là aussi, le système du drive, le système aussi de la réparation, parce que là, vous étiez plombier, vous étiez réparateur, vous pouviez travailler, c'était pas interdit. Donc il y a toutes des stratégies qui se sont développées. Là aujourd'hui, moi, ce sur quoi je suis vigilant, c'est que naturellement, tout ce qui était, et ce qui est d'ailleurs, autorisé par les premières listes qu'on a eues, vous vous souvenez, en 3 vagues au tout début, peut ouvrir ou rouvrir, parce que certains n'avaient pas souhaité, je parlais tout à l'heure de la restauration, les drives, là peuvent se remettre aujourd'hui à fonctionner. Que l'on continue à être dans la logique du drive aussi pour tout ce qui peut être commandé en avance et qu'on va récupérer au magasin, c'est très bien aussi, parce qu'on respecte là aussi les gestes barrières, parce que je rappelle quand même quel était le fondement même de toutes ces limitations c'était de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec d'autres personnes au même endroit. C'était ça. Et ça reste ça aujourd'hui. Et ça reste ça jusqu'au 11 mai prochain. J'insiste bien, le confinement, il doit être maintenu et on doit éviter toute occasion de se retrouver à plusieurs dans un même endroit et en particulier confinés dans un même endroit. J'en profite pour répondre aussi à une question, parce que sinon on va me dire qu'on n'a pas répondu aux internautes là-dessus. Elle m'est revenue à plusieurs reprises, cette question, des gens, et je peux les comprendre, encore une fois, qui habitent en bord de mer, ou même pas en bord de mer, et qui disent, mais monsieur le préfet, de grâce, permettez-nous de la sortie d'1 heure à 1 kilomètre de chez soi, etc., permettez-nous d'aller nager, voilà. Alors, plusieurs choses. D'abord, si on commence
je ne fais aucun procès d'intention aux personnes qui me le demandent, parce qu'elles m'expliquent avec force détail comment il faudrait que j'organise ça, avec, vous avez 1 heure, on pose la serviette là, on a le droit d'aller dans l'eau, on revient avec sa serviette, on se sèche même pas, on va chez soi pour se redoucher, enfin voilà. J'ai plein de gens qui ont plein d'idées, sauf que moi, je suis en charge de l'organisation de ce qui va concerner presque 400 000 personnes. Et que je ne suis pas certain que si on ouvre cela, on va se retrouver avec, sur les plages, ça sera naturel, hein, le naturel va revenir très très vite au galop, eh bien, des gens qui vont être là, qui vont en profiter aussi pour rester sur ces plages, pour se regrouper, et on va se retrouver dans une fragilité. On a aussi un problème aussi sur les eaux de baignade. Sur les eaux de baignade, là aussi, qu'il faut aussi qu'on recontrôle, parce qu'une fois qu'on déconfinera, il faudra aussi avoir le contrôle des eaux de baignade, parce que la nature a repris aussi ses droits, ce qui, dans certains endroits, va être très, très, très positif. Donc, encore une fois, le confinement reste la règle jusqu'au 11 mai. Je sais que c'est long, je sais que c'est insupportable pour certains. J'ai tous les jours des messages de familles qui se retrouvent. Alors on a de la chance souvent en Guadeloupe, on vit plutôt à la campagne, on a un petit jardin et tout, mais la majeure partie des gens, ils n'ont pas cette chance-là. Hein. Ils se retrouvent dans des appartements confinés, avec la chaleur, avec tout, avec des enfants qui ont envie de prendre de l'exercice. Donc je sais à quel point c'est dur. Je le sais. Et je suis le premier à aspirer au retour à la liberté. Hein. Mais aujourd'hui, c'est notre santé qui est en question, et chacun d'entre nous, et c'est ça vraiment qui est important, c'est que chacun d'entre nous porte la responsabilité de sa propre santé, naturellement, mais de la santé de l'autre. Hein. En enfreignant ce confinement, on peut se retrouver avec quelqu'un qui va contaminer quelqu'un, ce que disait la directrice générale, hein, sur les... Comment vous appelez ça, le R0. Voilà, qui permet après de repartir. Donc là-dessus, de grâce, vraiment, le message, c'est de tenir ce confinement. On a déjà tenu 5 longues semaines. Il faut tenir encore 3, c'est ça ? 3 courtes semaines. Je ne sais plus comment je vis, mais c'est encore assez long. La théoropsychologie risque d'être aussi importante, malgré tout. Mais c'est important de dire que ce serait dommage d'avoir fait tous ces efforts, d'avoir réussi à faire descendre clairement le niveau de circulation du virus, et puis de faire repartir les choses et de ne pas pouvoir déconfiner. Alors que si on tient encore, peut-être qu'on va aller vraiment au plus bas du plus bas de la circulation du virus et qu'enfin on va réussir notre déconfinement. Donc ça vaut le coup quand même. Moi, j'ai été, et je reste, admiratif du civisme des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens pendant le grand week-end de Pâques. Voilà. Si j'ai eu la chance, contrairement à d'autres, d'aller faire du contrôle en mer, de faire du contrôle en hélicoptère, mais pas un chat. Voilà. Et je sais à quel point c'était dur. Je sais à quel point les fêtes de Pâques sont des événements importants où on se retrouve en famille, sur les plages, etc. et tout. Eh bien, pour autant, il y a eu ce courage. Et ce que dit la directrice générale est important. Tous ces efforts phénoménaux, si on vous avait dit ça il y a 2 mois ou il y a 3 mois, vous aurez dit non, c'est pas possible. On ne pourra pas ne pas fêter Pâques sur les plages comme on le fait tous les ans. Et pourtant, on y est arrivé. Donc, ne gâchons pas tout ce qu'on a pu capitaliser là en se relâchant là dans les jours qui viennent. Donc, il faut tenir le coup. Vraiment, c'est dur, mais c'est quelque chose qui mérite qu'on le respecte, en tout cas. Est-ce qu'on est toujours sur le coup du couvre-feu ? Oui, on est toujours sur le coup du couvre-feu. D'abord, je répète que ce couvre-feu, quand on a lancé les 6 premiers couvre-feux, c'était à la demande des élus, qui me l'avaient demandé et que j'ai suivi tout de suite parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre un arrêté de couvre-feu individuellement. Donc j'avais pris pour eux cet arrêté de couvre-feu. Et puis très vite, là aussi dans les échanges avec les élus, on en était arrivé à la conclusion qu'il fallait avoir ce couvre-feu généralisé. C'est un signe très fort. On sait ce que c'est qu'un couvre-feu en Guadeloupe, puisqu'on en a quand on a des périodes cycloniques, on sait déjà le poids, le poids symbolique en tout cas de cette notion-là. Et aujourd'hui, ça reste un point important. Je répète, pour avoir fait plusieurs sorties là, pendant le couvre-feu, que nous avons un public qui est extrêmement sensible, qui est celui des jeunes gens, qui sont persuadés que le virus, il n'est pas pour eux.
hein, et donc ils peuvent continuer à avoir la vie qu'ils ont en rencontrant les copains, en se retrouvant le soir, etc. et tout. Or, ils peuvent être potentiellement porteurs de ce virus, et ils peuvent, c'est pas des enfants, hein, ils peuvent aussi mourir de ce virus-là. Alors, on a de la chance, nous, on n'a pas de cas jeunes, mais vous le savez très bien, on a aussi un pourcentage non négligeable de jeunes gens. Donc je crois que ce couvre-feu, il a cette vertu-là de permettre aussi cette régulation et ce contrôle social. Madame, vous avez une question? C'est pour les salariés, en fait. Je sais pas, c'est peut-être sur la même lignée, peut-être ta question? Sur la quatorzaine dans les hôtels. Vas-y, je vais essayer. Sur la même lignée, je ferai les salariés. Allez. Donc sur la quatorzaine qui est mise en place, on a des précisions notamment sur la durée. Est-ce que ça aura cours jusqu'au 11 mai ou au-delà? Ensuite, on aura une deuxième problématique, c'est la reprise des vols commerciaux qui devraient intervenir, je crois, le 12 juin prochain. Donc, comment va s'articuler finalement cette quatorzaine? Est-ce qu'on va y mettre en terme assez rapidement? Est-ce qu'elle va être prolongée? Et d'autres précisions, le nombre de sites qui seront mis à disposition justement de ces personnes et le nombre de personnes qui sont actuellement, parce que ça fait 3 jours déjà, alors 4 jours qu'on les accueille, donc combien de personnes sont placées? Alors, une question, d'abord sur la quatorzaine stricte. Je rappelle peut-être 3 mots. Avant cette quatorzaine stricte, nous avions une quatorzaine qui était où les gens s'engageaient, signaient sur l'honneur, nous donnaient leur adresse, nous donnaient leur téléphone, il y avait un contrôle qui était fait, et force est de constater que si la majorité des gens, on les retrouvait là où vous avez indiqué, il y en a quelques-uns, un tiers à peu près, qu'on ne retrouvait pas, qui se promenaient ou qui disparaissaient. Hein. Donc concrètement, on ne pouvait pas prendre ce risque-là et continuer à courir ce risque-là. Donc on a mis en place aussi sous l'amicale pression du Conseil scientifique, et puis la ministre des Outre-mer avait décidé de généraliser ça dans les Outre-mer, on a mis en place cette quatorzaine stricte. Alors d'abord, jusqu'à quand? Elle a vocation, en tout cas à minima, à durer jusqu'à l'arrivée du dernier avion avant la fin de la période de confinement prévue le 11 mai. C'est-à-dire 11 mai ou 10 mai, je ne sais pas, plus 14 jours. Ça, c'est déjà le minimum. Deuxièmement, vous posez la question de la reprise des rotations aériennes. Là, j'entends des compagnies aériennes dire qu'elles veulent reprendre leur vol le 12 juin. Moi, je suis incapable de vous dire si ça sera possible. Encore une fois, je ne sais pas vous dire quelle sera la situation sanitaire le 12 juin. Par contre, une chose est certaine, c'est que nous devrons, et ça sera sans doute ce qui va être le plus difficile, gérer cette relation que nous avons par les voies aériennes et maritimes avec l'extérieur. Je vous rappelle qu'en vitesse de croisière normale, on a entre 5 et 6 avions par jour. Je parle normal, je ne parle pas de la saison touristique, où on peut en avoir beaucoup plus. Donc concrètement, vous voyez à 400 ou 500 personnes par avion ce que ça suppose. Donc vous voyez bien, vous faites vos calculs dans votre tête, que la quatorzaine stricte, elle ne pourra pas être mise en œuvre. On n'a pas la capacité d'enfermer pendant 14 jours, respectivement, chaque jour, plus de 3000 personnes. C'est pas possible. Donc ça veut dire que concrètement, et c'est tout le travail que nous essayons de faire pour trouver les voies et moyens de renouer la relation de la Guadeloupe avec l'extérieur, nous devons trouver les modalités pour permettre de manière progressive de rouvrir notre territoire à l'extérieur. Et quand je parle de l'extérieur, cet extérieur, il est aussi guadeloupéen. Ce sont les étudiants guadeloupéens qui vont vouloir rentrer parce que, vous le savez, ils n'auront pas de cours en université ou dans les grandes écoles avant le 1er septembre, mais ils auront quand même les examens. Ça va être aussi, cet été, ce qu'on appelle les affinitaires, les Guadeloupéens de l'Hexagone qui ont l'habitude de revenir en vacances ici pendant les grandes vacances. Comment allons-nous faire? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je sais simplement qu'il va falloir trouver les voies et moyens de ne pas, sous réserve que nous continuions sur un trend favorable s'agissant de la cinétique de la maladie, nous ne pourrons pas nous permettre le risque
d'importer des cas. Donc il faudra trouver, là aussi, un moyen de réguler et de faire en sorte que les gens qui arrivent sur ce territoire, et je crois qu'on peut oublier la 14e à domicile, parce que surtout si on est sur des volumétries pareilles, ça sera incontrôlable et les gens très vite retrouveront leur liberté. Et pour autant, il faut que nous protégions notre territoire, et que nous protégions notre territoire, y compris vis-à-vis de Guadeloupéens qui voudraient revenir ici. Voilà. C'est un peu la quadrature du cercle, notre histoire. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de courage pour dire, parce que derrière, c'est aussi tout un pan de l'économie, à savoir l'économie touristique, qui va en dépendre. C'est-à-dire, les hôtels guadeloupéens, ils vivent, allez, je crois c'est à 12 ou 13% avec le public insider, les Guadeloupéens de Guadeloupe. L'essentiel de leur vie, c'est avec ceux qui viennent de l'extérieur. Et pour autant, comment allons-nous réorganiser ça? Comment allons, nous qui sommes si ouverts sur l'extérieur, comment est-ce que nous allons rouvrir cet extérieur? Comment nous allons faire en sorte de revenir à ces trafics d'avions et de bateaux, parce qu'on a aussi la même problématique sur les bateaux, même si c'est en nombre moins important. Donc voilà, ce sont des questions existentielles qui se posent par rapport au déconfinement et sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Et moi, je suis plutôt d'avis de faire les choses de manière progressive et en ayant aussi l'assurance que les gens qui arrivent sur notre territoire soit ont eu un test fait au dernier moment, soit s'engagent à respecter les mesures barrières. On parle du masque, là. Vous voyez, ça, c'est pour le coup, là, on arrive à une option. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont être à définir si on veut retrouver voilà, cette vie normale et ces relations normales avec l'extérieur. Juste pour compléter, pour dire qu'en fait, il faut déjà qu'on réussisse notre déconfinement interne, à notre archipel, avant d'envisager les flux extérieurs. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, il y a vraiment un enjeu à réussir ce déconfinement interne. C'est-à-dire que vraiment, là, pendant les prochains jours, on fait diminuer au maximum le niveau de circulation du virus sur le territoire. On fait la stratégie de déconfinement interne à notre archipel, c'est-à-dire on recommence à vivre, pas normalement, mais en tout cas le mieux possible dans la normalité, avec les mesures barrières qui vont bien, les mesures de prévention, masques et compagnie. Et si ça marche, là on peut envisager de travailler sur les flux. Mais voilà, il faut pas faire les choses pas dans le bon sens, quoi. Je sais pas. Il faut qu'ils se projettent parce que vous voyez, on estime à peu près qu'il y a 60 000 ultramarins qui sont étudiants, qui sont en dehors des Outre-mer. On sait, la Guadeloupe c'est à peu près 10%, donc on pourrait estimer qu'on a 6 000 étudiants guadeloupéens qui sont en dehors. Ce dont on est sûr, c'est que ceux qui sont suivis par l'ADOM, vous savez, cette structure qui paye les voyages et tout, c'est à peu près 2500. Vous voyez, rien que déjà la question des étudiants est une question problématique. Comment ce territoire peut absorber dans les semaines et les mois qui viennent 2500 personnes qui viennent de métropole mais qui peuvent venir du monde entier. On a la chance aujourd'hui avec les Erasmus et tout d'avoir des étudiants qui sont partout. Donc ça c'est une question, vous voyez, qui est une question sanitaire mais qui va être aussi une question sociale. Derrière, ces étudiants, s'ils ont pu le resto universitaire, s'ils ont pu leur... etc. et tout. Donc, c'est l'objet de ce que la ministre a annoncé avec la délégation interministérielle dirigée par Maël Diza. C'est, essayons déjà de faire un recensement. Regardons comment ça va se passer, parce que certes, certains n'auront plus de cours, mais il y aura quand même les examens. Donc, il faudra quand même qu'ils soient présents parfois pour passer leurs examens. Donc, tout ça doit être calé. Et vous voyez... De nouveau, vous allez peut-être m'accuser, comme certains le font là sur le Facebook Live, de ne pas répondre, de ne pas donner des réponses claires. Mais non, parce qu'il y a des choses qui sont work in progress. On est en train de construire aussi au fur et à mesure les choses. Je finis par répondre à deux autres questions. Aujourd'hui, nous avons 2 sites qui accueillent les passagers qui arrivent. Nous ne souhaitons pas en avoir trop, c'est-à-dire concrètement 3 sites au maximum, parce que ça répond aussi à votre autre problématique. Moi, je souhaite que la manière dont nous avons organisé les choses, c'est que nous ne laissons pas les personnes dans leur chambre d'hôtel sans aucun service à côté.
Concrètement, grâce à la Croix-Rouge, grâce aux d'autres associations sécurité civile, nous mettons en place un accompagnement qui peut ressembler à une conciergerie, si vous voulez, c'est-à-dire concrètement, je suis là, j'arrive, j'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de vêtements, et bien c'est la Croix-Rouge ou les autres structures qui servent. Et la réserve. Alors j'allais arriver aussi sur le volet sanitaire, c'est que nous voulons aussi qu'il y ait un suivi sanitaire qui soit fait, y compris un suivi psychologique, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'arriver puis de se retrouver enfermé pendant 14 jours dans une chambre d'hôtel. Donc voilà, moi je souhaite que les choses soient faites correctement, proprement, et donc ce qui m'importe, c'est de ne pas démultiplier les structures et d'insister plus sur la qualité de l'accompagnement que sur la quantité. Donc on va essayer de limiter le nombre de structures pour avoir toujours cet accompagnement de qualité. Et j'en profite pour remercier les associations de sécurité civile qui aujourd'hui sont parties avec nous dans la gestion de ce dossier compliqué. Alors, madame. Oui, donc sur la question des salariés, parce que vous avez dit effectivement que les entreprises avaient mis en place le chômage partiel, mais il n'empêche qu'il y a peut-être des entreprises un peu renégates. Il y a des salariés qui malheureusement se retrouvent confrontés avec des employeurs qui ne font pas les démarches, des entreprises qui avaient déjà des difficultés auparavant. Quel soutien pour ces salariés? Je sais que la DIEC, effectivement, les services sont fortement mobilisés, mais eux, ils se retrouvent des fois non payés, donc avec des prélèvements rejetés, etc. Est-ce que les prud'hommes fonctionnent? Parce que je sais qu'au départ, les prud'hommes au niveau national ne fonctionnaient pas. Je sais que Paris a recommencé. Quel recours en fait pour ces salariés qui ont des difficultés avec leurs employeurs? Moi, je crois que vous avez mis le doigt, c'est pas moi qui le fais pour une fois, donc c'est vous qui posez la question, sur une difficulté qu'on connaît bien en Guadeloupe, d'une économie en particulier souterraine. Il y a ça aussi qui est importante, et avec un tissu d'entreprise composé essentiellement de TPE qui peut être très fragilisé, qui l'était parfois avant même la crise, et donc où c'est difficile de venir en aide, je pense en particulier pour les banques, à des structures qui étaient parfois même interdits bancaires. Donc oui, on a un hiatus. Bon, moi, pour autant, je pense que vous avez cité le service qui est en charge de tout ça, c'est la DIECT. Moi, j'invite les salariés qui sont concernés par ça, qui vont découvrir parfois qu'ils n'ont pas été déclarés, de se signaler auprès de la DIECT. Alors, je n'ai pas la réponse à votre question sur les prud'hommes, mais ça m'étonnerait qu'ils soient actifs aujourd'hui en Guadeloupe, parce que l'essentiel du tribunal, là aussi, est en télétravail, mais il n'empêche quand même qu'il y aura des recours qui pourront être effectués, mais j'entends bien ce que vous me dites. En attendant, ces gens ne sont pas payés. Depuis la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire que l'entreprise n'a même pas fait l'effort d'avancer la moitié du mois, et non plus le chômage partiel, et on ne sait même pas si elles ont... Quand la DIECT verse, est-ce que l'entreprise, après, va verser l'argent aux salariés? Il y a tout ce contrôle-là aussi. Là aussi, madame, vous faites bien de signaler ces cas, parce que, vous voyez, le chômage partiel, je vous l'ai dit, ça va concerner 37 000 salariés. C'est énorme. C'est des montants qui sont phénoménaux, puisqu'on va payer l'équivalent quasiment de 100% du salaire jusqu'à au-delà du SMIC. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine. Il y a plusieurs effets d'aubaine qui sont contrôlés là aujourd'hui. Je peux vous assurer que les forces de police, de gendarmerie, en relation avec l'inspection du travail, sont déjà en train de faire ces contrôles. Il ne faut surtout pas qu'il y ait l'exemple que vous donnez, l'entreprise est remboursée des salaires et ne les paye pas. Ça, c'est un premier point. Et puis, on a aussi quelques exemples déjà, malheureusement, d'entreprises qui déclarent leurs salariés comme étant au chômage partiel, et ces salariés travaillent quand même, soit par le biais du télétravail, soit même en vrai. Donc là-dessus, on sera particulièrement vigilant, parce qu'on ne peut pas se permettre, à un moment où la solidarité nationale joue à plein pour faire en sorte que les gens continuent à avoir un salaire, et surtout, je rappelle quand même le principal avantage du chômage partiel, c'est de ne pas rompre la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié. C'est ça, c'est ne pas qu'il y ait de coupure et de rupture du contrat de travail. Donc c'est très lourd. Vous avez vu, au niveau national, c'est près de 9 millions de personnes, donc c'est énorme. Donc c'est une solidarité nationale qui s'exprime à plein. Il ne faut pas qu'il y ait
qu'il y ait des dérives et des effets d'aubaine par rapport à un dispositif qui se veut généreux et surtout propre à ne pas rompre la relation de travail entre les salariés et les entreprises. Allez, une dernière question. Alors, voilà. Une question pour juste avoir des précisions sur la quatorzaine stricte. Quels sont les tests qui sont pratiqués durant la quatorzaine stricte des voyageurs qui sortent de métropole ou ailleurs? Et ensuite, une question que pas mal de parents se posent, et même les enseignants eux-mêmes, est-ce qu'ils seront testés et est-ce que les masques seront du coup obligatoires durant l'école? Vous avez déjà posé la question tout à l'heure, mais vous pouvez essayer. On fait attention. Sur la quatorzaine, en pratique, les personnes, lorsqu'elles arrivent, ils sont pris en charge par une équipe. Donc, il y a toujours la Croix-Rouge, par exemple, mais il y a aussi les réservistes sanitaires et l'ARS, avec donc une prise en charge infirmière si nécessaire, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions et on leur prend la température aussi, on vérifie si les personnes n'ont pas de symptômes. Et si ce n'est pas le cas, donc ils sont envoyés à l'hôtel avec des instructions pour se surveiller. Il y a aussi donc un soutien infirmier sur place au niveau de l'établissement qui fait que les gens peuvent venir s'adresser aux infirmières. Donc au moindre symptôme, ils sont testés. Tant qu'ils n'ont pas de symptômes, ils ne sont pas testés parce qu'ils sont en confinement. C'est le même principe qu'en général, c'est-à-dire que le confinement est le moyen de protection et de prévention. En revanche, à peu près vers le 10e, 11e jour, on va leur proposer le test de manière à ce qu'ils puissent avoir le résultat pour pouvoir sortir donc de la quatorzaine avec un test négatif. Si évidemment ils étaient un test positif, les personnes seront reconduites, je dirais, dans une nouvelle quatorzaine et avec des nouveaux contrôles, bien sûr. Voilà comment ça marche. Alors, on fait l'état de 73 personnes guéries, je crois on aimerait savoir comment ces personnes ont été guéries finalement, et en savoir plus sur le protocole à la chloroquine, est-ce qu'il est bien appliqué sans vous, et sinon sur combien de patients actuellement, et le taux de réussite du traitement. Et en parallèle à cela, on a vu effectivement que Madagascar, le président a annoncé un traitement à base de rimébrasier, enfin, ce que nous on qualifie de rimébrasier finalement, contre lequel. Est-ce qu'ici en Guadeloupe, ça va justement l'occasion aussi de lancer des essais, ou enfin lancer de la recherche, donc faire en sorte de la recherche autour de ce patrimoine qui pourrait aider à la lutte de maladies telles que le coronavirus? Alors, sur les personnes guéries, tout d'abord, donc c'est une décision médicale. Donc c'est le médecin qui suit la personne qui a été malade, qui à un moment donné déclare la personne guérie. Donc là, le Haut Conseil de santé publique a défini très clairement les critères de guérison, et donc ce sont ces médecins. Donc c'est vrai que nous donnons le chiffre de guéri quand vraiment le médecin nous a confirmé qu'il a déclaré cette personne guérie. D'accord ? Donc ça, c'est l'aspect de la méthode, c'est-à-dire qu'on guérit de toute façon du coronavirus. Si on n'a pas une forme grave, on va faire vraiment des symptômes, bien sûr éventuellement de la fièvre, des courbatures, etc. Et puis à un moment donné, les symptômes vont disparaître parce que c'est très lié entre la charge virale, la quantité de virus qu'on a dans le corps et les symptômes. D'accord ? Donc la guérison, c'est ça. Ensuite, la question sur le traitement, chloroquine et puis donc vous savez que c'est plutôt un double traitement, c'est le Zithromax et le Plaquenil. Et ce double traitement, effectivement, il y a un protocole qui est conduit au niveau du CHU sous forme, on va dire, de protocole clinique conduit par les professeurs, en particulier le professeur Roger, qui suit ça. Je n'ai pas le chiffre exact du nombre d'inclusions qu'ils ont fait en tête, parce que je ne m'en souviens pas, mais ils me l'ont certainement communiqué. En revanche, ce qu'ils m'ont indiqué, c'est que finalement, il y avait assez peu de gens qui étaient inclus. En ce moment, il n'y a quasiment personne qui est inclus dans ce protocole, puisqu'il s'agit de critères très spécifiques, non seulement, bien sûr, il faut que les personnes soient symptomatiques, et il faut en plus qu'il n'ait pas de comorbidité, par exemple cardiaque, etc. Donc, il y a vraiment à suivre des critères très, très précis. À ce jour, j'ai pas eu le résultat encore de l'efficacité ou parfois de l'étude qu'ils conduisent. Donc on aura le résultat, ils vont analyser tous ces résultats et ils nous diront ce qu'il en est.
Pour ce qui concerne les remèdes riziers, je dis que l'Université des Antilles pourrait très bien s'emparer de ce type de recherche, pourquoi pas. Ça, ce n'est pas du tout, inintéressant. La seule chose, c'est que ça relève vraiment du monde des chercheurs. Donc c'est à eux de mettre en place un protocole de recherche avec des critères très particuliers. J'en appelle en revanche très très fort à la population de ne pas faire de l'automédication sur une maladie qu'on ne connaît pas bien. Et donc forcément on ne connaît pas bien la corrélation entre les plantes et cette maladie-là. Donc très clairement, l'Agence nationale de sécurité du médicament a appelé à être très 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 prudent, notamment sur l'utilisation des plantes dans cette maladie-là. Bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je rappelle quand même le message le plus important, hein. Restez chez vous. Hein. Ça s'applique aussi, à vous. Allez, merci à tous. Merci.